Aujourd'hui, on va parler d'une machinerie littéralement fascinante. On va décoder ensemble le système d'exploitation ultime du corps humain. Ce fameux pilote automatique qui tourne en arrière-plan, en permanence, sans même qu'on y pense. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Alors, le système nerveux autonome, ou SNA, c'est ce réseau incroyable dont le seul boulot est de maintenir notre équilibre interne, l'homéostasie. Le truc crucial à bien retenir, la fameuse exception à la règle, c'est qu'il contrôle absolument tout dans notre organisme, sauf les muscles squelettiques. Donc les battements du cœur, la digestion, la dilatation des pupilles, tout ça, c'est sous sa stricte emprise. Au programme aujourd'hui, on va d'abord aborder le rôle global du SNA. Ensuite, on regardera comment ces câblages sont organisés, on passera par les synapses, les neurotransmetteurs, pour aller jusqu'à la classification des récepteurs. Et on terminera par le grand face-à-face entre le sympathique et le parasympathique avant une bonne synthèse. On attaque donc avec la première partie, le rôle du SNA. Pourquoi on se prend la tête à décortiquer tous ces circuits? Cette petite note résume tout. Le but final, c'est de personnaliser la thérapeutique. Comprendre cette mécanique de base, c'est pas juste un exercice théorique pour faire joli. C'est littéralement la clé pour maîtriser la pharmacologie clinique. Quand on sait comment la machine tourne, on comprend comment utiliser un médicament pour cibler et ajuster parfaitement le traitement d'un patient. Deuxième partie, l'organisation et les voies. Voyons un peu comment tout ça est câblé. Si on compare ces 4 grandes voies de transmission, un truc saute directement aux yeux au niveau du premier relais, le niveau préganglionnaire. C'est l'utilisation universelle de l'acétylcholine. En gros, c'est le messager par défaut pour sortir l'information du système nerveux central. Et c'est seulement après ce premier relais que les chemins se séparent vraiment. Le parasympathique continue son chemin avec l'acétylcholine, tandis que le sympathique bascule sur la noradrénaline. Mais la vraie différence, la différence fondamentale, elle est architecturale. D'un côté, on a le système sympathique. Lui, c'est l'urgence absolue. Une seule fibre nerveuse va s'arboriser pour se connecter à 20 fibres secondaires. C'est une décharge massive, diffuse, une vraie réaction en chaîne. À l'inverse, le parasympathique, lui, est beaucoup plus calme. C'est un ratio de 1 pour 1. Une fibre, une cible. C'est précis, ciblé, parfait pour la conservation de l'énergie et le repos. Arrêtons-nous juste une seconde sur ce chiffre. 20. Une seule petite alerte dans le système sympathique et l'information est multipliée par 20 pour littéralement inonder tout le corps. Et ça explique parfaitement pourquoi, face à un danger soudain, l'ensemble de notre organisme réagit de façon aussi instantanée et explosive. On passe à la troisième partie, les synapses et les neurotransmetteurs. On zoome un coup sur la chimie du système. Côté acétylcholine, le cycle de vie est une petite merveille d'efficacité, réglée en 3 étapes toutes simples. D'abord, on fabrique la molécule en combinant de la choline et de l'acétyl-CoA. Ensuite, l'action. Le messager est libéré, il fait son boulot, puis il est immédiatement détruit par une enzyme, l'acétylcholinestérase, pour éviter que le signal ne tourne en boucle. Et enfin, le recyclage parfait. La choline est recapturée pour fabriquer un tout nouveau messager. Écologique et super rapide. Par contre, du côté du système sympathique, on a affaire à une vraie cascade biochimique. On part d'un simple acide aminé, la tyrosine, qu'on transforme en dopamine, puis en noradrénaline, pour finalement arriver à l'adrénaline. C'est vraiment une chaîne de montage très précise, où chaque étape donne naissance à un neurotransmetteur majeur pour le corps. Et là, l'application clinique est passionnante. Prenons un cas concret, comme la maladie de Parkinson. On sait que c'est lié à un déficit sévère en dopamine. Du coup, en utilisant des médicaments comme les inhibiteurs de la MAO, on vient bloquer la dégradation de ces substances chimiques. Résultat des courses, on arrive à faire remonter artificiellement les niveaux de noradrénaline et de dopamine. C'est incroyable de voir comment la théorie moléculaire la plus abstraite se transforme en une solution médicale super concrète. Quatrième partie, la classification des récepteurs. C'est le moment de découvrir les serrures moléculaires. En gros, l'organisme a dispatché différentes serrures selon les organes. D'un côté, on a la famille des récepteurs cholinergiques qui réagissent à l'acétylcholine. Dedans, on retrouve les fameux récepteurs muscariniques et nicotiniques. De l'autre, on a la famille des récepteurs adrénergiques qui, eux, attendent la noradrénaline ou l'adrénaline, divisés en alpha et bêta. Et c'est justement la nature de ce récepteur, posé sur l'organe final, qui va dicter la réaction physique. Petite parenthèse en or, la fameuse astuce incontournable pour les examens, la localisation des récepteurs bêta-2. Ils sont planqués où? Principalement sur les bronches et l'utérus. C'est indispensable de le savoir, parce que si on donne un médicament qui stimule ces bêta-2, on va induire un relâchement. Ça va dilater les bronches pour aider à respirer en pleine crise d'asthme, par exemple. C'est vraiment un point d'ancrage fondamental. Allez, on dézoome un peu. 5e partie, le grand duel, sympathique face au parasympathique. C'est la dualité de la nature à son apogée. Le système sympathique, c'est le mode combat ou fuite, c'est l'accélérateur.
Le cœur s'emballe, les vaisseaux se resserrent grâce au récepteur alpha pour faire monter la pression. Bref, le corps est paré pour la bagarre ou pour courir très vite. À l'opposé complet, le parasympathique active le mode repos et digestion. C'est le frein de secours. Le cœur se calme et on relance la machinerie digestive en douceur. Cela dit, attention, ce ne sont pas juste deux forces opposées qui passent leur temps à s'annuler bêtement. En fait, elles interagissent de trois manières très subtiles. Parfois, elles sont purement antagonistes, comme sur le cœur où l'un appuie sur le champignon et l'autre sur le frein. Parfois, elles sont complémentaires, comme pour les glandes salivaires, où l'un gère l'épaisseur de la salive et l'autre la fluidité. Et dans certains cas, elles sont en totale synergie, en bossant ensemble sur des muscles différents, comme pour la pupille pour faire la mise au point parfaite. Et concrètement, sur les organes, ça donne quoi cette chorégraphie? Sur l'œil, le sympathique dilate la pupille pour faire entrer un max de lumière, c'est la mydriase. Le parasympathique, lui, la rétracte, c'est le myosis. Pareil pour les bronches. Le sympathique les relâche pour emmagasiner plein d'oxygène, pendant que le parasympathique les contracte gentiment quand on est au repos. C'est une question d'adaptation permanente. On aborde la dernière ligne droite. Partie 6, synthèse et point clé, l'essentiel à garder en tête. On ne pouvait vraiment pas boucler ce sujet sans parler de l'arme secrète du corps, la médullo-surrénale. En cas de stress énorme et soudain, au lieu de s'embêter à envoyer des petits signaux électriques dans tous les nerfs, cette glande fait office de troisième voie humorale. Elle largue directement de l'adrénaline en masse dans la circulation sanguine. C'est le bouton d'urgence systémique pour mettre chaque recoin de notre biologie en alerte rouge. Et pour bien graver tout ça dans la mémoire, rien de tel que quelques moyens mémotechniques redoutables. Pour les effets cardiaques du système sympathique, on retient l'acronyme ICBD. Inotropisme, chronotropisme, bathmotropisme et dromotropisme, tout est augmenté. Pour les récepteurs bêta-2, on associe simplement le son B avec B utérus et B bronche. Et enfin, pour le parasympathique, le mot SLUDD résume super bien ses fonctions d'évacuation. Salivation, lacrymation, urination, digestion et défécation. Imparable. Au final, tout ça nous amène quand même à une sacrée réflexion. Quand on contemple le niveau de précision dingue de ce système de fond, on est en droit de se poser une question. Si on introduit dans l'organisme une molécule chimique, fabriquée de toutes pièces, capable d'imiter à la perfection une seule de ces minuscules clés, à quel point on peut venir modifier, voire hacker, l'intégralité de cet équilibre si fragile? C'est tout que génie et en même temps toute la complexité vertigineuse de la médecine moderne.